Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Daniel Cap, vice-président de l'AT2E, très heureux de vous accueillir à ce troisième webinaire sur la thématique du Fonds de décarbonation de l'industrie. Alors, ce webinaire est organisé essentiellement avec nos amis de l'ADEME, le service industrie de l'ADEME, Elsa Chauny, Maxence Poisson et Sylvain Bordebeur, qui interviendront successivement. L'AT2E, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait plus de 40 ans maintenant que nous réunissons tous les acteurs de l'efficacité énergétique, qu'on appelait les économies d'énergie jadis. Et donc, nous nous intéressons évidemment à l'efficacité énergétique et à la stratégie bas carbone. Si on se souvient un petit peu de ce qui est dans la stratégie nationale bas carbone de la France, l'industrie en fait représente 20% de l'émission de gaz à effet de serre. Et si on veut atteindre la trajectoire prévue en 2050, c'est plus de 80% de réduction qu'il faut réaliser. Donc ça ne peut passer que par de l'efficacité énergétique, de la chaleur bas carbone, des matériaux bas carbone et de l'électrification des procédés éventuellement. Donc vous savez que 2 appels à projets, un appel à manifestation d'intérêt ont été lancés récemment par l'ADEME dans ce cadre-là, dans le cadre du plan de relance bien entendu. Donc je vais laisser l'ADEME expliquer tout ça. Je rappelle simplement de bien vouloir couper vos micros et vos caméras, Monsieur Trémaud par exemple, voilà, pour que la qualité soit bonne pour tout le monde. Elsa Chauny va démarrer la présentation. Donc toutes vos questions passeront par le chat et à peu près au milieu du webinaire, on relira toutes ces questions et il sera répondu en live évidemment à l'ensemble de vos questions. Donc Elsa, à vous, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci à vous Daniel pour cette introduction et surtout merci à la T2E de nous avoir aidés et épaulés dans l'élaboration de ces webinaires qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter les actualités liées au plan de relance et notamment les dispositifs lancés spécialement dans ce cadre-là par l'ADEME. Alors, la présentation est assez complète, je vais essayer d'aller aussi vite que possible pour laisser un temps d'échange maximal à la fin pour répondre à vos questions. Et de toute façon, vous aurez tout le contenu nécessaire dans les slides qui seront disponibles après ce webinaire. Alors, c'est bon. Ce webinaire est organisé en 5 parties, donc déjà une première introduction pour vous resituer les dispositifs dans le cadre du plan de relance, et après 3 zooms successifs pardon, sur les dispositifs lancés, donc l'appel à projet efficacité énergétique, l'appel à manifestation d'intérêt sur la décarbonation de l'industrie et l'appel à projet BCIAT, donc, que vous connaissez sûrement, sur la production de chaleur à partir de biomasse. Et enfin, donc un temps de questions-réponses à la fin. La décarbonation de l'industrie, Daniel en a rappelé les enjeux au titre de la SNBC. Le plan de relance inclut donc évidemment un volet sur cette thématique-là, volet auquel il a accordé 1,2 milliard d'euros pour 2020, 2021 et 2022. 200 millions d'euros ont déjà été actés pour 2020, donc 100 millions d'euros pour l'efficacité énergétique et d'éventuels projets de décarbonation des procédés, et 100 millions d'euros pour le soutien à la chaleur décarbonée. 2021-2022, il restera donc 1 milliard d'euros à se partager toujours entre ces deux thématiques, et notamment en fonction des résultats de l'appel à manifestation d'intérêt. Les dispositifs qui sont déjà ouverts, donc depuis le 10 septembre, alors quand je dis dès 2020, ça ne veut pas simplement dire que l'argent a été accordé dès 2020, ça veut aussi dire que la commande politique, la commande des ministères est bien d'engager et de contractualiser avec vous des aides à l'investissement dès 2020. Toujours dans l'idée de faciliter les investissements dans le monde industriel au plus vite. Premier volet de ces dispositifs, l'appel à projet Indus EE, donc sur l'efficacité énergétique, pour les projets dont les investissements sont supérieurs à 3 millions d'euros. J'attire votre attention sur la date de clôture, donc ouverture le 10 septembre et clôture le 20 octobre. On est parfaitement conscient que c'est très court pour vous, pour déposer un projet. Maintenant, c'est aussi très court pour nous pour les instruire derrière et les contractualiser dès 2020. Donc ça a aussi été un compromis entre les deux. Un autre dispositif pas porté par l'ADEME va être également lancé, donc un guichet toujours pour l'efficacité énergétique, donc pour des projets en dessous de 3 millions d'euros d'investissement, un peu plus standard et notamment basé sur une liste d'équipements éligibles. Donc ça,
ce dispositif-là n'est pas encore lancé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Concernant la décarbonation au sens un peu plus large, donc sur des thématiques comme l'électrification ou les nouveaux usages matières, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt cette année, donc il n'y a pas de financement à la clé, mais l'objectif est bien de recueillir vos projets et vos besoins pour dimensionner un appel à projet l'année prochaine. Comme il n'y a pas de nécessité d'engagement et de contractualisation dès cette année, la date de clôture est un peu plus loin, donc elle est le 9 novembre. Dans le cas où des projets seraient matures dès 2020, on a aussi laissé la possibilité de contractualiser en gré à gré, donc au cas par cas, avec vous. Et enfin, pour la production de chaleur bas carbone, l'appel à projet BCIAT, qui fait donc partie du fonds chaleur de l'ADEME depuis longtemps, est relancé et complété par le plan de relance par une aide à l'investissement, donc une aide à l'OPEX en plus des aides au CAPEX. Il avait également été annoncé une aide, que l'appel à projet CSR serait relancé sur les mêmes bases que le BCIAT avec une aide à l'OPEX. Il est apparu que c'était plus complexe de déterminer cette aide au fonctionnement et qu'elle ne pouvait pas être déterminée en parallèle de celle de BCIAT. Donc c'est pour ça qu'on a préféré temporiser le lancement de cet appel à projet. Et donc, il y a peut-être un projet d'AMI CSR sur cette fin d'année pour justement construire avec vous cette aide au fonctionnement. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas de dispositif CSR lancé pour la fin 2020. Et donc, l'appel à projet BCIAT se clôture également le 20 octobre. Donc, l'objectif de ces dispositifs dès 2020 est bien d'encourager les investissements au plus vite. Mais sachez que pour 2021-2022, ces dispositifs seront reconduits. Donc, un appel à projet plus général englobant l'efficacité énergétique et les thématiques de l'AMI va être construit. Et les appels à projet chaleur bas carbone, donc biomasse et CSR, seront également relancés. Je n'ai pas de date à vous fournir pour l'instant, le calendrier n'est pas fixé. Mais voilà, soyez sûr que ça va être relancé. Ce qui me conduit donc au premier zoom sur la efficacité énergétique. Je réattire votre attention sur la période très courte, qui se clôture dans un peu plus d'une vingtaine de jours maintenant. Cet appel à projet concerne les projets d'investissement pour des équipements plus performants énergétiquement, qui permettent donc des économies d'énergie, des équipements matures, enfin des technologies matures. On n'est pas sur de l'innovation ici, ce n'est pas le bon guichet. Pour des projets dont l'investissement est supérieur à 3 millions d'euros. Alors, on a beaucoup de questions sur ce seuil de 3 millions d'euros. Donc, il n'est pas question ici de dépenses éligibles, mais bien du montant d'investissement total du projet. Je vous ai cité quelques exemples de projets qui seraient éligibles. Donc, de manière plus générale, le remplacement, la mise en place d'un équipement qui est plus performant énergétiquement. Typiquement, la récupération de chaleur fatale est éligible. Alors, donc, celle qui n'est pas éligible au fonds chaleur. Au fonds chaleur notamment ne sont pas éligibles la récupération de chaleur fatale et la valorisation sur le même procédé, qui sera donc éligible à la AP Indus EE, et la valorisation de cette chaleur par la transformation du vecteur énergétique, donc via production d'énergie mécanique ou électrique. Donc typiquement, comme la question revient souvent, les ORC sont éligibles à cet appel à projet. Donc là, on est bien sur une additionnalité des fonds, sur une complémentarité, et il n'y a pas de recoupement entre le fonds chaleur sur la chaleur fatale et cet appel à projet-là. Maintenant, si vous ne savez pas exactement sur quel fonds se raccroche votre projet, n'hésitez pas à nous contacter et on verra avec vous quel guichet est le plus adapté. Il y a deux possibilités pour les modalités d'aide pour cet appel à projet. Donc la première, c'est le régime d'aide classique ADEME sur lequel on s'est basé sur le fonds chaleur, chaleur fatale. Donc le règlement sur l'encadrement communautaire des aides nous donne des taux d'aide en fonction de la taille de votre structure, 30, 40, 50%. Taux d'aide qui seront appliqués à une assiette des dépenses éligibles. Donc cette assiette, elle est calculée par les coûts éligibles à votre projet. Donc dans les 3 millions d'euros, nous, on va extraire les coûts éligibles. Et là, ce seront les coûts éligibles. Et on va en déduire un investissement de référence. Alors, la notion de situation de référence est un élément clé de cet appel à projet. Basiquement, les aides publiques ne peuvent pas aider à une solution qui ne fait pas d'effort
on ne peut aider que au surcoût par rapport à une solution qui ne ferait pas d'effort en matière de performance environnementale. Donc, cette solution-là est appelée situation de référence. Et donc, nous, on n'aide que au surcoût entre cette solution-là et la solution que vous mettez en place. On a également gardé les modalités d'analyse économique du fonds chaleur, donc avec un calcul d'un temps de retour brut supérieur à 24 mois ici, contrairement au fonds chaleur qui est supérieur à 18 mois. Petite différence. Donc le DRB qui est calculé en fonction du surcoût supporté de l'investissement, donc le surcoût de l'investissement, l'assiette éligible, moins l'éventuel soutien C2E que vous pourriez avoir. Donc on a bien un dispositif qui est articulable avec les C2E, même titre que le fonds chaleur. L'analyse économique tiendra compte des C2E et l'aide ADEME sera éventuellement diminuée pour tenir compte des C2E dont vous pourrez bénéficier, pour garder un TRB supérieur à 24 mois. Seront également pris en compte les gains annuels générés par l'investissement, composés donc des gains liés aux économies d'énergie que vous pourrez faire et liés aux gains de quota CO2 pour les sites soumis au dispositif européen quota carbone, donc EUETS. Avec donc les mêmes hypothèses de calcul que dans le fonds chaleur, avec une valorisation à 5,50 € du mégawattheure CUMAC pour les C2E et à 22,41 € par tonne de CO2 évité pour les ETS. Voilà. Donc je vous parlais de la situation de référence. Je vais y passer très rapidement, même si je pourrais y passer bien plus que 5 minutes. Sachez qu'on va organiser un webinaire mardi pour vous le présenter plus en détail. On a gardé la même approche que sur les C2E. L'objectif de la situation de référence, c'est comme je vous l'expliquais plus tôt, c'est de déterminer d'une part l'assiette éligible et d'autre part la valorisation C2E que vous pourriez éventuellement avoir pour nous permettre de garder une cohérence entre les deux dispositifs, C2E et ADEME. Le postulat de base, c'est que la situation initiale, elle n'est pas nécessairement représentative d'un fonctionnement d'un état normal, nominal de l'équipement en matière de performance énergétique. Donc l'objectif ici est bien de construire une situation de référence qui, elle, est représentative d'une performance énergétique moyenne, disons, et donc l'enjeu est dans la définition de moyenne. On a gardé la même méthode que les C2E, celle qui a été explicitée aux délégataires et aux obligés lors de formations dispensées par la T2E et l'ADEME en 2018-2019. Donc c'est vraiment la même méthodo. On part du plus général au plus spécifique et au plus exceptionnel. La situation initiale comme situation de référence étant vraiment un cas très exceptionnel qui devrait être bien argumenté. Vous pouvez notamment partir des situations de référence qui sont proposées dans les opérations C2E standardisées. Typiquement, la production de vapeur à partir d'une chaudière gaz, on sait que le rendement, c'est 86%. Voilà, donc les opérations standardisées ont toutes une situation de référence associée et c'est vraiment une source de données à laquelle vous pouvez vous fier en premier lieu. Ensuite, vous avez tout un tas de documents de référence, notamment sur les meilleures technologies disponibles, donc les BREF, qui sont souvent organisés aussi par secteur, donc qui sont également une source de données importante. Ensuite, pour établir cette situation de référence, vous pouvez aussi vous baser sur des données sectorielles. Typiquement, les fédérations ou les centres techniques mènent régulièrement des études sur la performance des équipements de leur secteur. Et ça peut être une source de données importante. Et sinon, vous pouvez également avoir recours à un comparatif dans l'entreprise, donc entre plusieurs équipements d'une même entreprise ou entre plusieurs sites. Et donc vraiment en dernier recours, la situation initiale. La deuxième modalité d'aide, elle est exceptionnelle pour 2020, elle est liée au contexte sanitaire que nous connaissons. C'est une aide de 800 000 € qui a été débloquée par entreprise, donc par CIRET. Il convient donc aux porteurs de projet de décider s'ils préfèrent obtenir de l'aide avec cette modalité-là ou avec la première que je vous ai présentée tout à l'heure, notamment au regard des aides qu'il a déjà pu percevoir sur cette enveloppe de 800 000 €. Typiquement, le chômage partiel a pu faire partie des aides attribuées via cette enveloppe. Et, ou alors des montants partiels. Donc peut-être que cette enveloppe a été totalement consommée ou partiellement. Donc c'est aux porteurs de projet d'estimer les modalités d'aide qu'ils préfèrent. On a choisi de garder le critère du TRB de 24 mois sur cette aide-là, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de question de situation de référence ou de taux d'aide. Donc c'est une aide un peu plus simple et rapide à mettre en œuvre. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que nous, on attend dans le dossier de demande d'aide
pour vous aider à le construire. Alors, il est composé de 3 volets. Un premier volet administratif que vous pourrez remplir directement sur la plateforme de dépôt Agir pour la transition de l'ADEME, sur laquelle vous allez retrouver nos appels à projets. Un volet technique et un volet financier que là, je vais vous détailler un peu plus. J'attire aussi votre attention sur, encore une fois, les délais très courts d'instruction qui nous encouragent à vous demander des dossiers vraiment explicites et complets, parce qu'on n'aura pas le temps de faire énormément d'allers-retours avec vous. Et si on souhaite contractualiser dès 2020, l'exercice étant assez contraint, il va nous falloir aussi des dossiers très complets. Concernant le volet technique, alors pourquoi faire? Nous, l'objectif de ce volet-là, c'est de comprendre vraiment, d'une part, le contexte du projet, donc votre site. Quelle production, quelles contraintes, quels enjeux de décarbonation, quels sont les process qui sont impactés par l'opération, donc tant le process sur lequel vous allez faire l'opération que sur les autres éventuellement. Et le projet en lui-même, donc quel en est l'objet, quels en sont les objectifs énergétiques, parce qu'on est bien sûr sur un appel à projet efficacité énergétique, environnementaux, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et économique et social, parce qu'on est bien sur un outil du plan de relance, et donc ce contexte-là sera également pris en compte. Donc les emplois, le développement local lié à ce projet-là. Ensuite, évidemment, une description technique du projet, donc notamment sur la situation de référence, mais également la situation initiale et la situation finale, qui nous permettent de déterminer les économies d'énergie, les technologies qui sont utilisées et les études qui vous ont conduit à choisir ces technologies-là. Donc, tout audit, étude de faisabilité ou éventuellement plan de performance énergétique sont attendus pour nous permettre de bien comprendre tous les enjeux du projet et tout son dimensionnement. Et enfin, les gains énergétiques en énergie primaire et les réductions de gaz à effet de serre. Le volet financier, ça nous permet également de comprendre comment vous envisagez le projet. Donc, ça nous permet dans un premier temps de déterminer l'assiette, donc à travers vos investissements, desquels on va extraire les coûts éligibles, et l'investissement de référence. Donc, avec ça, on aura l'assiette sur laquelle on va appliquer le taux d'aide. Ensuite, le plan de financement, donc est-ce que vous prévoyez de l'autofinancement, quelle aide ADEME vous souhaiteriez, et éventuellement à quels autres soutiens vous allez faire appel, notamment pour nous aider à vérifier l'encadrement communautaire et notamment le cumul des aides publiques, et éventuellement le soutien C2E qui pourrait vous être apporté. Et dans un troisième temps, donc un volet associé aux gains énergétiques, enfin pas que énergétiques, pour calculer le TRB. Et donc là, on vous demandera notamment vos factures sur les 12 derniers mois pour déterminer le prix auquel vous achetez l'énergie économisée. Concernant l'évaluation de votre dossier, on va se baser sur plusieurs critères, donc critères d'efficacité énergétique bien évidemment, mais également un critère de performance environnementale et qui nous permettra de vérifier l'ambition de votre projet. Et ensuite, un critère de cohérence et d'ambition industrielle et environnementale. Donc là, quel est l'enjeu pour votre site et quel est l'enjeu pour le site ou le groupe concerné. Donc c'est vrai que la cohérence entre votre projet et la stratégie carbone, par exemple, de votre entreprise ou de votre groupe sera évidemment un critère apprécié. On va également analyser l'efficacité de l'aide publique, donc en euros d'aide publique par tonne de CO2 évité sur la durée de vie du projet. L'objectif étant bien ici de réduire au maximum et d'abattre au maximum d'émissions de gaz à effet de serre. J'ai beaucoup parlé de ce qui était éligible, maintenant je vais me concentrer un peu plus sur ce qui n'est pas éligible pour vous aider à encore fixer le cadre de cet appel à projet. Donc même si on est dans un contexte sanitaire exceptionnel et qu'on est dans un plan de relance, on garde les mêmes modalités pour les investissements sélectionnés. Il faut que les opérations ne soient pas commencées ou commandées. Et tous les investissements qui ont déjà été faits ne peuvent pas être pris en compte dans l'investissement du projet. Donc, c'est la première ligne. Les opérations déjà commencées ou commandées avant la date de dépôt de demande d'aide ne sont pas éligibles. Ensuite, les aides publiques ne visent pas à aider la mise en conformité avec une quelconque réglementation. Donc ça, ce sera à vous de le vérifier. Nous, on ne pourra pas aider sur ce volet-là. Ensuite, les opérations portant sur des installations consommant du charbon ou du fioul en tant que combustible ne sont pas éligibles. Il nous est apparu un peu incongru de financer des projets sur des installations comme ça, alors que la SNBC souhaite exclure tout bonnement ces deux énergies-là.
Et enfin, donc les opérations sur les équipements d'appoint et de secours ne sont pas éligibles non plus. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de l'additionnalité des fonds. Donc, on est bien sur une additionnalité et pas sur un recoupement entre plusieurs fonds. Donc, si vous êtes éligible à un autre dispositif ADEME, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à cet appel à projet-là. On les a construits de manière à ce que les thématiques ne se recoupent pas. Et enfin, si jamais vous êtes éligible notamment à des soutiens en recherche, développement, innovation, ça veut dire que notre outil n'est pas le bon pour vous et que le PIA, le programme d'investissement d'avenir de l'ADEME, sera certainement plus adapté. Et donc encore une fois, si vous avez un doute ou que votre projet est assez complexe, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on décide ensemble le meilleur guichet pour vous. Quelques points clés, donc le sujet des énergies fossiles. Donc, comme je vous l'ai dit, on exclut les opérations sur des process ou des utilités avec le charbon, le fuel comme combustible. Maintenant, concernant notamment le gaz, donc les autres énergies fossiles, si votre projet vise à améliorer une installation fossile tout en restant sur une solution fossile, on vous demandera évidemment une justification poussée de pourquoi vous n'avez pas choisi une autre solution, typiquement pourquoi vous n'êtes pas passé aux énergies renouvelables ou à l'électrification. L'objectif étant bien d'abattre au maximum d'émissions de gaz à effet de serre et d'éliminer les énergies fossiles. Ensuite, pour les process notamment utilisant le charbon, le fuel ou d'autres énergies fossiles en tant que matière première, là, vous êtes éligible. Concernant le fameux montant d'investissement minimum de 3 millions d'euros, donc je répète, on est bien sur des dépenses totales du projet et pas sur des dépenses éligibles. Ça, ce sera déterminé après coup. Et on vous a également laissé la possibilité de déposer des grappes de projet. Alors attention, des grappes de projet sur un même SIRET. Donc j'insiste, pas sur un même SIREN, mais sur un même SIRET, sur un même site industriel. Donc, à noter, ça je vous l'ai déjà dit, une forte articulation avec les C2E, donc tant sur la thématique, vu que les deux sont sur l'efficacité énergétique, et sur la méthode, et pas de rétroactivité exceptionnelle, plan de relance. Les questions clés pour un engagement en 2020. Alors, je mettrais même une petite question zéro. Est-ce que mon opération concerne bien un site industriel? Peut-être pas assez insisté au début. On parle bien là d'un dispositif exclusivement à destination de l'industrie. Donc, deuxième question à vous poser, votre projet est-il bien lié à l'efficacité énergétique? Donc, est-ce que vous êtes bien dans le thème de l'appel à projet? Est-ce que les montants d'investissement sont bien supérieurs à 3 millions d'euros? Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions d'investissement dès 2020? Parce que si votre comité d'investissement est en mars 2021, il va y avoir une incompatibilité des agendas. Et ensuite, est-ce que vous avez bien noté que la situation de référence était vraiment un élément clé du dossier et qu'il fallait en assurer la complétude pour être sûr d'être reçu en 2020? Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre direction régionale ADEME ou nous contacter nous à l'adresse décarbonation.industrie@adem.fr. Et là, je vais laisser Maxence prendre la main pour l'AMI. Oui, merci Elsa, bonjour à tous. Pour ma part, je vais maintenant vous parler un peu de l'AMI Indus Décar. Prochaine slide, s'il te plaît, Elsa. J'arrive. C'est bon. Oui, merci. Donc oui, un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt. Je vous rappelle, du coup, en première approche, qu'il faut bien noter donc qu'il n'y a pas de financement prévu en 2020. Et la question qui peut arriver, donc voilà, pourquoi un AMI et pas un AAP pour 2020? Pour 2020, donc les contraintes de délai sont assez spécifiques et la complexité des aides à mettre en place dans les projets qui sont ciblés, que je vais vous parler un peu après dans le cadre de l'AMI, sont assez complexes et du coup pour le peu de temps qui nous est attribué cette année. Donc on a préféré mettre en place un AMI avec voilà, différents objectifs, comme tout d'abord, cette AMI va nous permettre bien sûr d'identifier les projets ciblés sur des thématiques autres que celles qui bénéficient déjà d'aide qui est déjà existante. Et donc dans ce but aussi de pouvoir définir des dispositifs d'aide à mettre en place du coup dès 2021 bien sûr. Donc je vous rappelle, l'AMI est déjà ouverte et se clôturera le 9 novembre, donc avec un délai
supplémentaires par rapport aux AAP, parce que voilà, donc vu qu'il n'y a pas de financement en 2020, on a plus de temps pour étudier les dossiers afin de négocier des objectifs des aides pour 2021. Je vous rappelle également que si vous avez déjà des projets matures et aboutis, prêts à être signés et du coup financés en 2020, il faudra du coup se manifester, on va dire, avant donc bien sûr le 30 septembre, pour pouvoir bien sûr bénéficier de possibilités d'aide d'investissement en gré à gré. Donc cette AMI concerne donc son périmètre concerne bien sûr les solutions de technologie matures avec un enjeu bien sûr de décarbonation des émissions directes ou des procédés d'utilité sur bien sûr les sites industriels. Donc ce périmètre et cette AMI répondent du coup correspondent au cadre du pacte productif qui a du coup été travaillé avec vous ainsi que les objectifs de la SNBC avec comme cible concernant l'AMI, bien sûr, qui répond à un vrai sujet pour atteindre ces objectifs de la SNBC, comme l'électrification, dans un premier point. Et ensuite également les nouveaux usages matières, par exemple, avec d'autres usages matières comme pour la cimenterie, pour le clinker, qui consiste bien évidemment du coup, qui n'est pas une question de gain énergétique, mais un sujet de forte décarbonation. Bien évidemment, donc toutes les autres solutions qui conduisent à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre sont également incluses dans cette AMI, donc qui vise voilà, toutes les thématiques autres que celles qui sont déjà concernées par certains AAP. Je vous rappelle en plus donc, de ce qui a déjà été émis par Elsa précédemment, que bien sûr donc les projets d'électrification ou de nouveaux usages matières, mais qui ont un caractère de réduction des consommations d'énergie primaires, sont bien sûr éligible à la AP Indus EE. Donc voilà, donc vous pouvez quand même vous poser les questions pour savoir si ça rentre plutôt dans l'AMI ou la AP, mais voilà, on vous dirigera également si votre projet peut être éligible à la AP, si ça concerne l'électrification ou des nouveaux usages matières. Concernant maintenant les dossiers à déposer dans le cadre de cette AMI, donc c'est beaucoup plus léger que les dossiers à déposer dans le cadre de la AP, bien sûr. Par contre, on garde le même esprit dans le cadre de ces dossiers, donc en mode un peu aussi entonnoir, c'est-à-dire que voilà, on demande une description quand même de l'activité de votre site et des solutions, des technologies, des équipements qui sont mis en place dans ce projet, avec bien sûr pour nous aider à établir du coup des dispositifs d'aide pour 2021, nous donner des données économiques de votre projet, comme les CAPEX, voire même les OPEX si nécessaire, on va dire, afin de vraiment cibler vos besoins et vos aides. Et bien évidemment, du coup, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre visées que vous pourrez obtenir avec vos projets. Bien évidemment, donc dans le cas des projets qui concernent l'électrification ou les nouveaux usages matières, bien sûr, on demandera un descriptif un peu plus précis sur voilà, sur certaines caractéristiques liées du coup, par exemple, à l'électrification, voilà, au profil des consommations, la flexibilité sur le réseau, etc. Donc bien sûr, tout ça est détaillé bien sûr dans les documents disponibles sur le site Agir pour déposer votre dossier. Voilà. Je vais Et je vais laisser laisser la Sylvain main à prendre la Sylvain Bordebel. Oui, bonjour. Donc du coup, je vais embrayer sur l'appel à projet BCIAT, donc qui concerne la biomasse spécifiquement. C'est un appel à projet qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, puisque ça a démarré en 2009 dans le cadre de la création du Fonds Chaleur. Aujourd'hui, la spécificité avec le lien avec le plan de relance, c'est que ce dispositif est renforcé avec une aide supplémentaire au fonctionnement, alors que jusqu'à maintenant, ce dispositif était uniquement avec une aide à l'investissement dans le cadre du fonds chaleur. Donc finalement, les deux fonds se complètent et permettent de sécuriser le modèle économique des solutions biomasse. On va dire qu'on a depuis maintenant le début de cet appel à projet financé plus d'une centaine d'installations. Donc on a maintenant voilà, un retour d'expérience important et de nombreux groupes qui suivent aussi, qui se sont déployés autour de ce dispositif. Je pense notamment à des groupes comme de différents secteurs d'activité. Hein, ça va de l'agroalimentaire, industrie du papier carton, la chimie. Enfin, on a un peu tous les secteurs d'activité et des groupes qui en sont pour certains à plus de 4-5 installations
C'est le cas par exemple du groupe Nestlé, on a le groupe Avril, on a voilà, nombreux groupes qui suivent ça. Mais aujourd'hui, le but, c'est d'aller plus loin et de pousser à une décarbonation encore un peu plus forte et surtout un déploiement massif, quoi. Donc voilà, la date de clôture, pareil, 20 octobre, et puis une adresse mail spécifique, le lien vers l'appel à projet, une adresse mail spécifique à cet appel à projet pour toute question, et puis pour répondre à des projets en réflexion. Alors, on va dire les 5 très bonnes raisons de passer à la biomasse. La première, c'est évidemment, c'est souvent des aspects économiques, hein, qui décident les industriels. C'est d'avoir une meilleure visibilité sur ses coûts de production. Alors, on sait aujourd'hui que les énergies fossiles sont relativement basses. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un dispositif complémentaire. Mais c'est vrai que on est soumis à des aléas internationaux, à des cours qui sont difficilement prévisibles. L'avantage sur la biomasse, on est sur une ressource locale, maîtrisée au niveau national, avec des contrats plus long terme, et donc ça répond sur des aspects en tout cas de visibilité à une préoccupation des industriels. Deuxième chose, c'est la maîtrise de ces technologies. Aujourd'hui, on est sur des technologies qu'on ne peut pas considérer comme si innovantes que ça, puisqu'il y a un retour d'expérience très important, à la fois dans le cadre du fonds chaleur, mais même historiquement par toute l'industrie du bois, du papier, qui utilise ces technologies depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc là, aujourd'hui, on a en plus ces technologies qui sont diffusées sur de nombreux secteurs d'activité, et donc on peut s'appuyer sur ces retours d'expérience. Troisième point, on est un pays avec une très grande ressource variée, parce qu'en fait, on a à la fois des ressources forestières, on est le troisième pays forestier d'Europe, on a 30% de surface forestière, donc on a déjà une première ressource très importante qui est forestière, et ensuite on rajoute toutes les ressources liées à l'industrie du bois, liées aux produits bois en fin de vie, notamment issus de la déconstruction ou issus de l'ameublement. Et puis on peut même rajouter dans certains cas, alors un peu plus localisé, territorialisé, des sous-produits agricoles, puisqu'on est non seulement un pays très forestier, mais aussi un pays très agricole. Donc on a vraiment un potentiel énorme en termes de développement. Quatrième point, c'est l'aspect performance environnementale. On est sur une ressource liée au cycle carbone de la filière forêt-bois, principalement. Et donc, du coup, on a une captation pendant la croissance de ces ressources. Et donc, du coup, on va, en substituant les énergies fossiles, permettre d'éviter les émissions de dioxyde de carbone, enfin d'équivalent de dioxyde de carbone. Alors, évidemment, il y a une priorité dans cet appel à projet aussi, à la substitution des énergies les plus émissives, notamment le charbon et le fioul. Et puis donc là, aujourd'hui, le point majeur de la nouveauté, c'est d'avoir 2 fonds, donc des moyens très importants pour accompagner les projets à la fois sur l'investissement et sur le fonctionnement. Donc là, voilà 2 liens qui vous permettent d'en savoir un peu plus à la fois sur la filière forêt-bois, c'est le deuxième lien, et le premier qui est lié à une plaquette d'informations avec quelques retours d'expérience. Alors, les points essentiels résumés dans cette slide, vous avez quelques infos complémentaires évidemment dans le cahier des charges. La première chose, c'est de faire le lien avec les autres appels à projets. Hein, le but n'est pas de surconsommer de la biomasse, même si on en a beaucoup. On doit partir d'abord d'une démarche d'économie d'énergie, et donc on est vigilant sur le dimensionnement des installations et les audits énergétiques en amont qui permettent de réduire les consommations des sites. De plus, sur ces installations biomasse, le dimensionnement a une importance par le risque de mauvais fonctionnement si on a surdimensionné l'installation. C'est-à-dire que le fonctionnement à taux de charge réduit est à proscrire, en tout cas à éviter fortement. Alors, c'est pas toujours évident parce que dans l'industrie, on a des variations de charge qui peuvent être importantes. Mais voilà, le but, c'est justement d'avoir une installation biomasse qui parfois ne couvre que entre guillemets 80% des besoins, mais va permettre justement d'être complètement optimisé, d'avoir un fonctionnement avec des taux de charge supérieurs, en tout cas au moins à 30%, voire 50% pour avoir le meilleur fonctionnement possible. Le troisième point, qui est sans doute un des points essentiels, surtout pour les industries qui ne sont pas de ces secteurs-là, et donc c'est le plan d'approvisionnement. Donc maîtriser son approvisionnement en biomasse, c'est évidemment essentiel. J'ai dit au départ qu'il y avait énormément de ressources disponibles. Ces ressources ne sont pas forcément totalement préparées et avec la qualité requise. Donc ça veut dire qu'il faut forcément faire un lien avec les fournisseurs dans les différents territoires pour s'assurer à la fois de la disponibilité de ces ressources, l'absence de conflits
d'usage avec d'autres usages de ces ressources, parce qu'on peut, aujourd'hui, ces ressources-là qui peuvent faire de l'énergie peuvent être utilisées pour faire des panneaux, pour faire des papiers, du papier, donc du coup, ou du carton. Et donc, il faut être attentif à savoir quels sont les autres usages possibles, et donc avoir des contrats qui vous garantissent à la fois une quantité et un prix dans la durée. Quatrième point important aussi lié à la qualité de l'air, on a aujourd'hui un dispositif assez fort au niveau national. D'ailleurs, il y avait eu des amendes parce que l'État, dans certaines zones, on dépasse les seuils d'émission, que ce soit en poussière ou en dioxyde d'azote. C'est pour ça qu'il y a une vigilance accrue avec notamment des plans de protection de l'atmosphère sur certaines zones, notamment urbaines ou industrielles. Et donc, ça veut dire que notamment dans ces zones-là, mais de toute façon générale, dans les différentes zones au niveau national, il faut partir sur les meilleures technologies disponibles en termes d'abattement des poussières et des dioxydes d'azote pour réduire l'impact possible de ces installations. Et puis, donc, dernier point, l'optimisation du projet sur le plan technique et financier avec les aides qui sont demandées. Et puis, les engagements principaux, c'est la production thermique à partir de biomasse. Donc, il y a des objectifs qui sont fixés dans la durée, puisque là, on part avec ces aides qui sont sur 15 ans pour des productions donc garanties, enfin des objectifs de production sur 15 ans et évidemment le respect du plan d'approvisionnement initial. Alors, si vous regardez le cahier des charges, évidemment, il y a des souplesses en termes de fonctionnement parce qu'un plan d'approvisionnement, on doit garantir des provenances, des typologies de combustible, mais avec une certaine souplesse parce qu'on sait que dans la durée, on peut être amené à changer de fournisseur, on peut même être amené à changer de bassin, mais à chaque fois, il faut prévenir et avoir une validation. Les nouveautés principales, donc c'est, vous l'avez compris, une aide complémentaire à l'OPEX, donc à l'exploitation des sites, sur 15 ans avec le fonds décarbonation. Aujourd'hui, c'est une aide qui est en cours de notification à la Commission européenne pour être valide, puisqu'il y a d'un côté un règlement communautaire qui met des plafonds sur les aides à l'investissement. Donc cette aide, elle sera en dehors de ce plafond et elle permettra de venir compenser les surcoûts de la solution biomasse par rapport à la solution de référence gaz. C'est pour ça qu'en fait, on parle presque d'une aide assurantielle, c'est-à-dire qu'elle vient dans un contexte énergétique relativement défavorable à la solution biomasse, puisque le gaz est très bas lié aux crises sanitaires et économiques. Et donc, tant que le gaz sera bas, cette aide va être ajustée pour permettre que la rentabilité du projet soit suffisante pour l'industriel. Évidemment, si les variables, le prix du gaz et le prix du CO2 viennent à augmenter fortement, l'aide serait diminuée, voire nulle, si la rentabilité du projet est suffisante sans ces aides. On est sur des projets supérieurs à 12 000 MWh par an à partir de biomasse. Toujours pareil dans l'industrie manufacturière. Donc là, on est bien. Alors, je parle bien sur l'aide au fonctionnement. Les aides à l'investissement sont beaucoup plus larges en termes d'éligibilité. Dans le cas du fonds chaleur, on va sur tous les secteurs industriels, même les secteurs agricoles et même le collectif en dehors de l'appel à projet BCAT. Là, dans le cadre spécifiquement du fonds décarbonation, on est bien sur l'industrie manufacturière, donc c'est vraiment c'est hors secteur agricole et c'est évidemment hors tertiaire. Les projets même qui ont candidaté ces 2-3 dernières années et qui n'ont pas encore été réalisés vont pouvoir demander une aide complémentaire sans passer par un nouveau dépôt de dossier, uniquement en nous sollicitant directement puisqu'on est déjà en cours d'instruction. Les étapes donc, de validation, c'est un résumé un peu de ce que j'ai dit avant. Une validation du plan d'approvisionnement, ça c'est très important, ça se fait au niveau territorial, régional avec à la fois l'ADEME et ses partenaires, donc la DRAF côté agriculture et forêt et l'IDREAL. Et puis on a les projets qui sont donc classés, donc il y a une forme de, on va dire, de priorisation en fonction des euros publics par tonne de CO2 évité. Et donc, évidemment, les projets qui seront les plus compétitifs seront les premiers instruits. Ceux qui seront moins compétitifs, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne les retiendra pas, mais ça veut dire ils seront moins prioritaires, en tout cas notamment pour 2020, où là, on va être sur un pas de temps très restreint. Donc, ce sera uniquement les projets complets qui ont une validation du plan d'approvisionnement et qui ont une aide en euros par tonne de CO2 compétitive. L'analyse économique des projets, alors de façon assez simple, c'est le porteur du projet qui doit présenter
justifier son niveau d'aide. Donc c'est vous finalement, enfin c'est les industriels qui présentent leur niveau d'aide à la fois à l'investissement et au fonctionnement. Nous derrière, on fait notre propre analyse économique pour vérifier la cohérence de cette demande et notamment pouvoir justifier aussi à la Commission européenne le bien fondé de cette aide. Mais au départ, c'est avant tout une demande de l'industriel et une justification de l'industriel. Et puis donc à la fin, voilà quelques liens vers à la fois des retours d'expérience, donc plusieurs vidéos, ce que j'ai dit au départ, on a de nombreux groupes qui aujourd'hui ont déployé cette solution. Le but aujourd'hui, c'est de la massifier et d'aller sur les différents territoires. Il n'y a pas de territoire, parce que c'est souvent une question qui nous est posée, des territoires vraiment privilégiés. Alors évidemment, on peut penser qu'il y a des territoires plus forestiers que d'autres, qui ont un peu plus de ressources. D'un autre côté, même dans toutes les zones urbaines ou industrielles, on a beaucoup de produits bois en fin de vie qui sont aujourd'hui très mal valorisés, qui partent assez souvent à l'export. Donc aujourd'hui, on est capable de monter ces projets-là. Enfin, en tout cas, il y a la place pour monter des projets comme ça dans toutes les régions de France. Voilà, j'en ai fini, je pense. Merci Sylvain. Je remets ma caméra. Donc, désolé, on a un peu débordé, mais on a encore un peu plus d'une vingtaine de minutes pour vos questions. Juste pour vous rappeler, donc, alors ce n'est pas 3, mais 4 webinaires qui ont été organisés, et donc une date supplémentaire au vu du succès des 3 premiers a été actée. Donc, ce sera mercredi prochain de 9h à 10h, et je vous ai remis le lien d'inscription. N'hésitez pas à le faire tourner. Comme je vous ai dit, on a également prévu un webinaire sur les installations de référence pour vous aider à monter vos dossiers sur l'AAP Indus EE sur l'efficacité énergétique, donc mardi de 14h à 15h, et j'ai également remis le lien d'inscription. Voilà, et donc là, on est disponible pour vos questions. Oui, donc je prends la parole, Elsa, pour relater toutes ces questions. Il y en a eu beaucoup pendant la séance, donc je vais commencer par toutes celles qui ont été posées au fil de l'eau. Vous pouvez évidemment dans le chat rajouter d'autres questions. Si on n'a pas le temps de tout traiter, on les conserve et je ne m'avance pas, Elsa, en disant qu'on essaiera de les traiter post-événement. Oui, oui, une foire aux questions sera disponible. On est en train de la consolider et elle sera mise à votre disposition. Voilà, et également, je répète parce que la question m'a été posée plusieurs fois, donc la présentation vous sera envoyée après la séance. Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus et c'est enregistré. Vous pourrez également revisionner ou envoyer le lien à vos collaborateurs si besoin. Je repars alors au tout début de cette présentation sur l'AAP Indus. Des questions générales, je commence par ça, puis j'enchaînerai par quelques questions sur des situations particulières concernant l'éligibilité. Donc sur le calendrier, quelques questions, Elsa. 3 questions en fait qui sont tout autour de ce sujet. Avez-vous une idée du calendrier pour les AAP 2021-2022, ouverture, fermeture, résultat? Deuxième question, une clôture des projets est nécessaire en 2020 parce que les règles d'aide de l'État de l'Union européenne changeront à la fin de l'année. Ça, c'est une autre question. Et enfin, toujours là-dessus, en demandant des études et bilans énergétiques externes au site et au vu du délai, peu de projets seront éligibles en 2020. Sur 2021, aurons-nous plus de temps car sur 2020, c'est vraiment impossible pour nous de créer un dossier complet et solide. Voilà. Alors, merci Julie. Alors, pour la première question, si je me souviens bien, c'était sur les calendriers 2021-2022. On en a, voilà, on n'en a encore aucune idée, pour être sincère avec vous. On est encore en train de caler ça de notre côté. Mais alors, bien évidemment, pour répondre en même temps à la troisième question, vous aurez beaucoup plus de temps pour répondre. Là, on est bien conscient que le dépôt de dossier est très, très court et on ne s'attend qu'à avoir des projets qui étaient déjà montés à la base et certainement pas des nouveaux projets qui vont se monter grâce à ces appels à projets. Donc, bien évidemment, en 2021, vous aurez plus de temps et notamment pour mener des études un peu plus approfondies parce qu'on ne peut pas, en effet, vous demander un niveau de détail important et un dépôt de dossier rapide. Et alors, pour la deuxième question, je ne suis pas bien sûre d'avoir compris la question sur les changements de règles en fin d'année. La question de la personne était pourquoi la clôture des projets est nécessaire en fin 2020 et il demandait si c'était lié à des règles d'aide de l'État qui changeraient à la fin de l'année. Voilà. Alors non, pas à ma connaissance. Je ne pense pas que le RGEC, l'encadrement communautaire, va changer. C'est surtout parce que d'autres lignes budgétaires nous sont déjà attribuées pour 2021-2022. Donc l'objectif était de déployer au plus vite ces dispositifs pour
pour vous financer au plus tôt sur l'enveloppe de 2020 et après pour nous concentrer sur l'enveloppe 2021-2022. Merci. Alors, d'autres questions générales sur cet appel d'offres, sur cet appel à projet. Concernant le coût de référence du CO2, à quelle date la valeur à prendre en compte pour 2021 sera-t-elle disponible? Alors, c'est une très bonne question. Écoutez, je vous avoue ne pas avoir la réponse. Elle sera en tout cas disponible dans le cahier des charges de l'appel à projet 2021 qui sortira, on l'espère, au plus tôt et donc avant 2021. Deuxième question, pourra-t-on avoir une liste des opérations standardisées? Alors ça, alors moi, je n'en ai pas sous la main. Vous l'avez sur le site du ministère et je ne sais pas si la T2E, de votre côté, vous n'avez pas également ce genre d'informations. Tout à fait, sur Voilà. la partie, sur ce qui concerne le club C2E, sur le site de la T2E. Daniel, vous vouliez compléter? Oui, donc pour dire que si vous voulez un document écrit, vous avez également le mémento de la T2E qui a été publié récemment et qui vous donne la liste de toutes les opérations standardisées existantes. Tout à fait. Retrouvable également pour le commander sur le site de la T2E. Plutôt que de se baser sur les 12 dernières factures énergie pour évaluer le coût des énergies, pourquoi ne pas se baser sur les valeurs marché? Parce que chaque site industriel ne paye pas le même prix de l'énergie et donc on a préféré se baser sur vos coûts réels et c'est notamment aussi comme ça qu'on fonctionne sur le fonds chaleur. Quelle est l'approche conseillée pour les PME au fait de ces dispositifs un peu complexes? Faut-il contacter l'ADEME ou se faire accompagner par un prestataire? Alors je vous avoue que je pense que ça dépend vraiment de chaque projet. Dans tous les cas, je pense que si vous contactez l'ADEME, vous aurez des interlocuteurs qui sont habitués à ce genre de projet et qui pourront vous accompagner. Après, c'est vrai que ce dispositif-là en particulier, avec les 3 millions d'euros d'investissement minimum, c'est vrai que ça semble assez peu adapté aux PME et que c'est plus les plus gros groupes industriels capables donc de mettre autant d'investissements sur la table qui étaient visés. Après, je ne dis pas que vous n'êtes pas éligible, mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre direction régionale pour construire un peu avec elle votre projet. Est-ce que décision d'investissement veut dire passage de commande? Sinon, une validation de CAPEX formalisée suffit-elle? Alors, contractualisation, ça signifie juste que le contrat que vous êtes capable de signer le contrat de l'ADEME qui vous propose une aide à l'investissement. Donc, il n'y a pas de nécessité d'engager les investissements. Est-il possible de transférer le financement si le financeur change ou en cas de partage du financement par plusieurs entreprises? Alors ça, on est évidemment sur des dossiers un peu plus complexes. Je ne peux pas vous répondre à la volée comme ça. C'est des cas qui commencent à nous arriver et qu'on étudie. Et notamment, il faut qu'on voit également comment c'est géré dans le fonds chaleur. Mais a priori, même s'il y a... Enfin, il faudrait qu'on s'organise pour voir le montage financier et voir comment on adapte les modalités d'aide. Enfin, la contractualisation, je veux dire. Alors, une question sur les projets qui sont en dessous de 3 millions d'euros que je vous pose, Elsa, parce que c'est une question qui revient à chaque webinaire. Pour les projets qui sont inférieurs à 3 millions d'euros, quand pourra-t-on déposer un dossier et est-ce que les conditions d'éligibilité seront identiques que celles d'aujourd'hui? Alors, les conditions d'éligibilité, a priori, ne seront pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes dispositifs. Là, ce sera une liste d'équipements éligibles. Et malheureusement, je n'ai aucune information à ce jour à vous fournir. Je n'en ai pas moi-même. C'est en train d'être organisé entre les ministères et l'agence qui va s'occuper de ce dispositif-là. Et ce sera communiqué au plus tôt. Ne vous inquiétez pas. Quelle est la durée maximale pour engager les travaux et les réaliser? Alors ça, je n'ai pas encore le contrat par cœur. De mémoire, il me semble que c'est 18 mois, mais en tout cas les premiers investissements. Mais je vous assure pas. C'est 18 mois en dehors de la partie biomasse. Sur la biomasse, c'est 36 mois pour démarrer les travaux. Très bien, merci Sylvain. Alors j'ai une question qui est longue et qui est double, qui vient de la même personne. Donc je vous la lis en entier, Elsa, et je vous accompagne pour y répondre si j'enchaîne trop. Contrairement au fonds chaleur qui est ouvert à tous les secteurs, le fonds décarbonation est réservé à l'industrie. Comment détermine-t-on l'appartenance à ce secteur pour des cas limites, comme par exemple le séchage de la luzerne qui concerne plusieurs sites très énergivores
est soumis à ETS en France. Est-ce de l'industrie ou pas? Et alors la deuxième question de cette personne, le fonds chaleur permet une articulation avec les C2E dans l'industrie, entre parenthèses pour les projets supérieurs à 6 GWh par an de récupération de chaleur, avec un plafond d'aide possible à 18 mois de TRB. Pour l'articulation avec le fonds décarbonation, y a-t-il aussi ce seuil de 6 GWh par an d'amélioration de l'efficacité énergétique pour espérer bénéficier d'une articulation des dispositifs? Et pourquoi être passé à 24 mois de TRB alors même que les industriels risquent d'être très frileux pour investir dans le contexte actuel? C'est long. C'est long, mais j'ai tout retenu, vous me l'avez très bien lu, merci. Alors, pour la première question sur le secteur industriel, c'est le code NAF qui va faire office de justification. Maintenant, l'exemple que vous me donnez sur le séchage de la luzerne, pour moi, on rentre parfaitement dans le cadre de l'industrie. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est faisable. La deuxième question, il me semble, était sur l'articulation C2E côté fonds chaleur. Donc, je vois que mes présentations on fait écho. Donc, en effet, il y a bien un seuil de 6 GWh pour la chaleur fatale uniquement dans le fonds chaleur. Pour les autres filières du fonds chaleur, c'est d'autres modalités d'articulation. Ici, on n'a pas de modalité comme ça d'articulation. On est sur une articulation pour tous les projets. Pour laquelle on va caper, donc non pas à 18 mois comme dans le fonds chaleur, mais à 24 mois. L'objectif étant également d'uniformiser ces deux dispositifs et l'année prochaine de passer à 24 mois également du côté fonds chaleur, chaleur fatale. Et ensuite, pour le critère de 24 mois, on a décidé il a été décidé, et ça faisait quelque temps qu'on y pensait, d'augmenter un petit peu ce TRB qui était quand même assez bas, et on a estimé acceptable en dessous que les industriels prennent en charge un TRB inférieur. Je passe aux questions sur l'éligibilité. Il est 9h55. Est-ce qu'on peut, pour les intervenants ADEME, prolonger de 5-10 minutes pour aller au bout des questions et avoir le temps d'aborder aussi les questions sur l'AMI, Indus d'écart et l'AAP BCIAT? Oui, pas de souci pour moi. Ok, merci. Oui. Alors, c'est bon pour vous, Sylvain Maxence? Oui. Super. Avez-vous des exemples de dossiers éligibles au fonds et si possible avec du cumul de C2E? Donc ça, est-ce qu'il y a des exemples quelque part disponibles pour orienter les gens? Alors, dans le cahier des charges, on a mis quelques exemples également. Donc, je vous ai cité notamment la récupération de chaleur fatale avec valorisation sur le même équipement, typiquement de la récupération sur les fumées d'un four avec réinjection dans une chambre de précombustion. On a également la valorisation de chaleur fatale via un ORC pour produire de l'électricité. Voilà, c'est quelques exemples. On a également un projet, par exemple, où il y a toute une série de multiples effets qui va être remplacée par des RMV, donc recompression mécanique de vapeur. Enfin, voilà, on a plusieurs typologies de projets comme ça. Mais vous retrouverez des exemples dans le cahier des charges. Merci. Est-ce que l'amélioration de la solution existante est éligible? Changement de techno de brûleur, par exemple? Oui, si vous dépassez donc la réglementation il y a une question d'éligibilité d'une part. Donc, si vous faites des économies d'énergie par rapport à votre situation initiale, oui, c'est éligible. Maintenant, il y a la question aussi de l'assiette. Si jamais vous n'êtes pas réellement, pas trop au-dessus de la situation de référence, l'assiette éligible sera assez faible et donc le taux d'aide sera assez faible. Donc, il y a une question d'éligibilité et de montant d'aide à la fin. Est-ce que l'AAP peut financer le couplage solaire thermique? Le solaire thermique est donc éligible au fonds chaleur. Et donc, je ne m'avance pas, ça dépend. Parfois, on a des projets un peu complexes, mais je pense que ce sera plutôt sur le guichet fonds chaleur. Parce que le solaire thermique, ça représente de la substitution d'énergie. Donc, en effet, il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas à proprement parler d'économie d'énergie. Donc, pour le moment, en tout cas, dans l'appel à projet, je ne vois pas comment ça pourrait être éligible. Nous sommes fabricants français d'équipements thermiques pour la métallurgie fortement émetteurs de CO2. Sommes-nous éligibles à des aides pour des essais de pré-industrialisation sur une installation qui sera en Europe, hors France, en pratique pour tester?
la mise en œuvre complète du remplacement du combustible actuel par de l'hydrogène vert? Alors, première objection, je dirais, c'est le périmètre hors France. On vise bien la désinstallation en France, d'un plan de relance français, même si on soutient évidemment un équipementier français. Et vu ce que vous me décrivez, j'ai plus l'impression qu'on est sur un pré-déploiement, donc pas sur des technologies matures sur étagère, ce qu'on vise nous aujourd'hui. Mais je pense que votre projet serait plus éligible au programme d'investissement d'avenir, qui est plus axé sur l'innovation et notamment la mise en place j'ai perdu le mot, de projets pilotes. Tenant compte du fait qu'un démonstrateur à l'échelle 1 a déjà été mis en place, peut-on considérer que la première vente d'un projet d'ingénierie portant sur la même technologie est éligible? Ah pardon, ça c'était pour l'AMI. Ça me parle de l'AMI, mais j'arrive. C'est arrivé alors qu'on n'avait pas commencé la présentation de l'AMI. J'ai pas plus de... Alors sur cette question, j'ai pas plus d'infos. Si la personne veut bien préciser, je la remets dans le chat. Voilà, pour que la personne puisse venir préciser. Si elle veut bien répondre via le chat. Je passe à la question suivante. Pourquoi les équipements d'appoint ou de secours ne sont pas éligibles quand ils viennent en substitution du charbon, notamment? On a choisi d'exclure ce périmètre-là, enfin ces installations-là du périmètre, tout comme dans le fonds chaleur. L'objectif est bien de décarboner l'outil productif principal et non les dispositifs de secours ou d'appoint. Voilà. Les dispositifs sont-ils destinés à améliorer l'existant et également les investissements d'extension de capacité de production, entre parenthèses, fours supplémentaires, chaudières supplémentaires, point d'interrogation. Les nouvelles installations sont également éligibles. Oui, on n'est pas que sur de l'amélioration de l'existant, on est également sur des nouvelles installations. Donc là, a priori, il faudra qu'on construise un peu avec vous aussi la situation de référence, qui sera peut-être un peu plus complexe. La seule chose en coût d'investissement qui ne sera pas éligible, c'est l'achat d'un terrain pour l'extension d'une usine. Maintenant, un nouveau bâtiment pourrait être jugé comme éligible en termes de coût. Après, si je peux apporter une précision, excusez-moi, Christophe à l'ADEME. Juste là-dessus, parce qu'on a eu quelques questions qui nous ont été posées cette semaine un petit peu là-dessus. Tout ce qui est extension de production supplémentaire est bien sûr éligible. Maintenant, il est bien entendu que l'assiette qui sera considérée concerne bien l'amélioration, l'efficacité énergétique du nouveau process. Ou plus clairement, on va bien enlever, si on construit une nouvelle usine ou si on construit une extension d'usine, on va bien enlever une solution de référence qui sera une usine de référence ou une extension d'usine de référence. Et donc, on conservera bien qu'une assiette éligible qui concerne une amélioration de l'efficacité énergétique du nouveau process installé. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'extension de la production, c'est j'installe un nouveau four, il va falloir que ce four soit très performant, mais on déduira bien sûr le coût du four parce que le fonds décarbonation n'est pas là pour financer des extensions de production ou des extensions d'usines en propre. Je sais pas si c'est clair. Merci Christophe. Dernière question sur les éligibilités. Des projets de conversion en piles à combustible sont-ils éligibles même avec de l'hydrogène non décarboné? Alors, je vous avoue que comme ça, de but en blanc, je peux difficilement vous répondre, surtout que l'hydrogène n'est pas non plus ma spécialité. Alors, sachez qu'il y a des dispositifs spécifiques à l'hydrogène qui vont être prochainement lancés. Donc, a priori, votre projet rentrerait plus de leur côté. Après, il y a aussi la question, toujours avec l'hydrogène, est-ce qu'on est sur des technologies matures ou encore sur de l'innovation ou du déploiement? Voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément, désolée. Merci. Je crois que les webinaires vont être organisés par l'ADEME et la T2E spécifiquement sur l'hydrogène, dans peu de temps. Très bien, merci Daniel. On vous tiendra informé. Du coup, je passe à l'AMI. Et donc, j'ai remis cette fameuse question tenant compte du fait qu'un démonstrateur à l'échelle 1 a déjà été mis en place. Peut-on considérer que la première vente d'un projet d'ingénierie portant sur la même technologie peut être éligible à l'AMI?
Et c'était une question de Pascal Isander qui précise en disant, en gros, si on est sur de l'industrialisation d'une technologie ayant fait l'objet d'un pilote à l'échelle 1, peut-elle être considérée comme mature? Quels sont les critères de maturité d'une technologie? Alors, si je peux juste, peut-être avant que Maxence intervienne, juste l'enjeu de la maturité, c'est surtout pour l'établissement de la situation de référence. L'objectif étant bien de se référer, pourquoi pas, à la réglementation, aux opérations standardisées ou au parc ou au marché. Donc, le premier enjeu est bien, est-ce qu'une situation de référence est facilement, ou à peu près facilement, établissable pour ce projet? Maxence? Oui, voilà. Enfin, après, oui, non, mais après, oui, c'est enfin un peu ce qu'a déjà dit Elsa. Après, question de maturité. Enfin, c'est vrai que c'est difficile aussi des fois à établir la différence entre innovation et maturité. Après, bon, du coup, ça n'empêche pas, je veux dire, de déposer un dossier et de pouvoir étudier après en particulier ce genre de dossier qui peut poser certaines questions. Après, oui, voilà, si c'est déjà, enfin, si ça a passé le cap on va dire, de l'installation. Enfin pilote, et que du coup ce pilote a déjà été vendu dans le cadre d'une industrie, enfin voilà, normalement il peut être éligible dans ce cadre-là. Après, c'est vraiment à étudier dans les cas particuliers qui peut être voilà différent. Enfin, chaque projet est différent, mais voilà, oui, enfin c'est à étudier, on va dire, suivant vraiment la description du projet. Donc, il faut aussi insister sur le fait que dans les dossiers déposés, il faut vraiment détailler, on va dire, que ça soit du coup la technologie mature ou dans quel site industriel, etc., se déroule ce projet, ce qui nous aidera aussi à définir l'éligibilité, on va dire, d'un projet. Donc voilà, il faut vraiment insister sur de bien insister voilà, sur la complexité d'un projet, mais de bien expliciter ces différentes thématiques. N'y a-t-il pas une contradiction entre le non-soutien pour les solutions innovantes et la nécessité d'être déjà au niveau des brefs? Alors là, bon, je vais peut-être répondre vaguement, mais là, enfin, dans le cadre du fonds décarbonation en industrie, on cherche vraiment du coup à donner des subventions aux projets qui visent vraiment au-dessus on va dire des brefs, de passer au-dessus, même pas de la réglementation, on va dire, mais encore au-dessus de ce qui est déjà sur le marché et ce qui est du coup, enfin voilà, quand je dis les brefs, donc c'est du coup déjà des technologies, on va dire, qui sont déjà dans le cadre des marchés qui sont communs. Et du coup, là, vraiment, les subventions dans le cadre du fonds décarbonation visent vraiment on va dire l'escalier ou la marche qui est vraiment au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà, on vise vraiment les dispositifs qui sont améliorants, donc que ce soit dans l'efficacité énergétique, mais aussi dans les projets qu'on cible dans l'AMI. Donc on cherche vraiment les projets qui visent à passer vraiment des étapes supérieures pour les économies, que ce soit voilà, énergétique, énergie primaire ou vraiment réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et a priori, si je peux me permettre de compléter, a priori, de toute façon, si vous êtes un peu entre innovation et mature, il y a des guichets, notamment ADEME, qui peuvent vous aider, autant d'un côté que de l'autre. Donc, si vous êtes un peu entre les deux, il n'est pas non plus impossible qu'on détermine, qu'on voit avec vous un peu plus en détail votre projet. Donc, c'est toujours la question de la situation de référence qu'il faudra qu'on éclaircisse un peu plus au besoin. Est-ce que le changement de mode de production d'hydrogène en remplacement total ou partiel du vaporéformage du méthane par l'électrolyse de l'eau, entre parenthèses avec de l'électricité renouvelable ou réseau plus géo ou réseau, entre dans le cadre de l'AMI? Là, du coup, non, du coup, on a déjà mentionné le fait que du coup, des appels à projets vont être lancés concernant l'hydrogène et plus spécifiquement, voilà, sur ce qui a été décrit là concernant l'alimentation d'électrolyseurs par l'énergie, on va dire renouvelable pour abréger. Concerne du coup vraiment l'appel à projet qui va être lancé normalement, bon, après dans les jours suivants, donc normalement la semaine prochaine, et du coup, voilà, ce sera aussi l'occasion de participer au webinaire concernant l'appel à projet de hydrogène, qui concerne du coup là, voilà, donc ça rentrera pas ni dans la AP Indus EE ni dans la AMI Indus Décarb. Si tous les projets concernant l'hydrogène seront ou alors rebasculés, si voilà, si c'est une erreur de dossier, on va dire, rebasculés directement dans le cadre de l'appel à projet hydrogène qui sera lancé. Question générale, est-ce que les justificatifs seront les mêmes à fournir sur 2021-2022 afin de pouvoir se préparer au mieux?
Oui, alors ça concerne, oui, enfin, là pour l'AP qui est en cours, par rapport, oui, du coup, aux justificatifs de l'AP qui sont en cours, et après sur les ouvertures, par exemple, de l'AMI, qu'on ouvrira sur un AAP, on va dire, commun pour 2021-2022 sur les différents projets qu'on a identifiés. Oui, on se basera, après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des modifications sur certains termes, on va dire, comme par exemple le seuil aussi de ces 3 millions qui pourra peut-être bouger ou pas, mais voilà, ça, normalement, ça restera dans la globalité, le même fonctionnement de dossier avec les mêmes justificatifs de 2021, 2022. Après, ça n'empêche pas, voilà, d'avoir des modifications dans ces demandes, que justement on aura pu se baser sur ce qu'on aura pu faire en 2020. Mais oui, voilà, ça sera, on va dire, que ça sera inchangé. Après, dans le détail, voilà, il y a toujours du détail à mettre en particulier. Oui. Est-ce que la méthanisation pourrait être présentée dans le cadre de l'AMI? On a souvent cette question de méthanisation. Oui, Ouais, vas-y, Sylvain. oui, bah, je peux répondre à la méthanisation. Donc, c'est effectivement, on peut penser que c'est assez proche de la biomasse, mais les cadres de financement sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a des tarifs d'achat, il y a un tarif pour l'injection du biogaz sur les réseaux, et il y a aussi du fonds chaleur en complément. Donc aujourd'hui, c'est hors cadre de ces AAP. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas prévu de lancer spécifiquement un AAP complémentaire avec une aide pour la méthanisation parce qu'il y a déjà des cadres suffisamment incitatifs, enfin, a priori. L'AMI Indus Écart est plutôt tournée pour recenser. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste comprendre ce qu'a voulu dire la personne. L'AMI semble plutôt tournée pour recenser le changement de matériel plus performant et réduisant significativement les émissions de CO2. Exemple, changement complet d'un équipement, élec ou fossile, par un autre équipement, élec ou gaz. La personne a, voilà, je pense, essayé de synthétiser sa compréhension. C'est bien l'axe pris par l'AMI. Oui, enfin, si j'ai bien compris la question, oui, enfin, c'est l'axe de l'AMI, mais c'est aussi enfin, de l'axe global aussi que peut concerner l'AAP. C'est vraiment du coup le changement. Après, comme on l'a cité, ça peut être aussi une modification d'un équipement existant en améliorant, mais aussi dans le cas d'un nouvel équipement, du coup, qui peut changer la production. Enfin voilà, mais du coup, ça concerne, voilà, que ce soit un nouvel équipement, que ça concerne un équipement existant à modifier en améliorant. Du coup, c'est dans le même cas de l'AMI, concerne enfin, similaire à l'AP, mais dans le sens où on concerne d'autres thématiques comme l'électrification et ou les usages matières, par exemple. Mais du coup, le modèle est le même. Oui. Dernière question avant de passer à la APBCIAT. Un projet industriel visant à la réduction massive des émissions de protoxyde d'azote sur un site industriel français en 2021 pourrait-il entrer dans le plan Indus Écart? Oui, bah après, voilà, il faut vraiment décrire le projet en tant que tel pour vérifier aussi que ça concerne vraiment aussi des émissions. Voilà, bon, comme là, les émissions, on va dire, enfin, d'émissions polluantes. Non, après, question financement, là, on peut pas s'engager si c'est rentre dans l'AMI 2020, ça n'engage pas pour un financement pour 2020 ou 2021. Après, il faudra juste redéposer un dossier dans le cadre du nouvel appel à projet de 2021, déjà pour avoir les subventions. Et sinon, oui, du coup, concernant enfin voilà, les protoxydes d'azote, ou ça peut être aussi les HFC, voilà, il faut bien décrire du coup l'influence de nouveaux projets par rapport à ces réductions d'émissions polluantes, tout en respectant bien sûr le cadre réglementaire de ces émissions polluantes. Donc, il faudra préciser dans la description du projet dans l'AMI, du coup bien respecter que ce soit le cadre réglementaire, si c'est bien du coup déjà respecté, et en plus de préciser, oui, voilà, que si ça concerne pas forcément voilà, le CO2, mais les protoxydes d'azote, le HFC sont aussi concernés par ces émissions polluantes. Merci beaucoup Maxence. Je passe à l'APBCIAT. J'ai 5 questions et puis après je vous propose de clore. Sylvain, ça vous va? Parfait. Ok. Pour la production de chaleur renouvelable, il n'y a rien de prévu pour la chaleur solaire de procédés solaires thermiques de grande taille? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est pas prévu parce qu'on s'est appuyé sur le principal appel à projet, sur l'énergie qui est aujourd'hui fortement diffusée dans l'industrie. C'est vrai que la biomasse permet de répondre quasiment à tous les types de besoins dans l'industrie, ce qui est moins le cas du solaire thermique. Après, en plus, sur le solaire thermique, c'est quand même plus une problématique d'investissement qu'une problématique de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme on peut le présenter sur la biomasse, un delta entre un combustible de référence et un combustible renouvelable. C'est-à-dire que là, on a clairement, on va dire,
une différence sur le solaire. Le principal, c'est la difficulté à investir, mais derrière, on a relativement peu de coûts d'exploitation. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, c'est pas prévu. Je dis pas que est-ce que dans le futur il y aura des réflexions. En tout cas, enfin, à l'heure actuelle, c'est pas dans les dispositifs. Et par contre, c'est totalement éligible au fonds chaleur. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une aide à l'investissement sur une installation solaire, par exemple, même en complément d'une installation biomasse, qui, elle, aura à la fois une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement. Alors, est-il nécessaire d'avoir une lettre d'engagement de l'industriel d'enlever la chaleur dans la durée? Alors, dans le cadre des dossiers BCAT, l'industriel, dans le cadre d'une externalisation, c'est tout à fait ouvert, hein. Un opérateur énergétique peut faire le projet. Par contre, on demande à ce que l'industriel final valide aussi le dossier, enfin, dans le sens où il a un engagement comme quoi il est au courant du dépôt du dossier. Et c'est vrai que c'est un point d'attention. C'est-à-dire de plus en plus, on revient avant d'engager le contrat, nous, avec l'ADEME, pour avoir le maximum de garanties sur la décision de l'industriel final d'adhérer au projet. Parce qu'on sait évidemment que si l'opérateur est tout seul et qu'il n'a pas la garantie de vendre, bah derrière, le projet il risque d'être abandonné. Voilà. Donc c'est important ce point. Si l'exploitant dépose un dossier BCIAT pour le compte d'un industriel, est-il nécessaire d'avoir une lettre de délégation? Oui, bah on est sur la même chose, hein. C'est-à-dire que voilà, au stade du dépôt du dossier, on demande à ce que l'industriel final précise à la fois les interlocuteurs et signe le dépôt du dossier. Donc il y a une forme de co-signature enfin il y a un acte de candidature qui est à la fois partagé par l'opérateur énergétique et l'industriel final. Et après, même avant d'engager définitivement le contrat, on va revenir en général pour avoir aussi cette garantie. Donc c'est pas forcément enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une délégation, mais c'est en tout cas on veut avoir les éléments, sachant que dans le dossier BCAT, il y a aussi un point, ça c'est une forme de nouveauté, c'est qu'on vous demande d'avoir dans la partie technique et économique, donc c'est un des fichiers attachés, les modalités de vente de chaleur dès lors que c'est un montage externe, donc avec ou sans aide, pour justement être capable de montrer l'incidence, enfin l'incitativité de l'aide vis-à-vis de l'industriel final. L'APBCIAT s'adresse-t-il au bois de classe B? Oui, alors enfin bon, c'est vrai que c'est une appellation bois de classe B qu'on reprend pas forcément, mais en tout cas, tous les types de biomasse sont éligibles, y compris même potentiellement des sous-produits animaux. Donc la définition de la biomasse est large. Après, ça va avoir une incidence évidemment sur les réglementations. Donc sur le niveau IC, installation classée pour la protection de l'environnement, si vous êtes sur des bois non traités, vous serez sur des rubriques plutôt 2910. Si vous êtes sur des bois traités, vous serez sur des rubriques plutôt soit 2971 comme les CSR, soit rubrique 2771 sur le traitement thermique de déchets, voire même parfois des traitements thermiques de déchets dangereux. Donc c'est totalement éligible, avec des différences d'ailleurs de contraintes. C'est-à-dire que si vous êtes sur des déchets de bois traités, vous n'aurez pas de contrainte à utiliser spécifiquement par exemple de la plaquette forestière. Alors que si vous êtes sur des bois non traités, on demande à ce qu'il y ait au moins 50% de plaquettes forestières pour stimuler aussi cette filière. Voilà. Dernière question, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on a largement dépassé, donc je termine avec celle-là. Pourquoi obliger des études externes alors qu'on a des compétences fortes en interne dans l'industrie? Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, d'avoir une ingénierie externalisée. Si les compétences sont en interne, l'industriel peut tout à fait déposer son projet et n'est pas en obligation de mener une étude externe. Merci beaucoup Sylvain. Elsa, je te repasse la parole. Alors, merci beaucoup Julie pour la gestion des questions. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. On reste à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous et à toutes, hein. Vous avez bien noté le rendez-vous du 29 après-midi. Je dirais surtout pour vos bureaux d'études, je dirais si vous êtes des PME, on a eu des questions ce matin encore, puisque finalement, je pense que les bureaux d'études qui sont habitués à faire des opérations spécifiques seront aptes à vous aider également dans ce type de dossier. Donc voilà, donnez-leur rendez-vous le 29 après-midi. Et puis ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, donc le 30 matin, un dernier webinaire. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.